Le présupposé selon lequel l'engagement militaire est immoral est injuste. Après une préparation militaire marine, en avril dernier, j'ai eu mon premier rendez-vous au CIRFA pour envisager professionnellement l'engagement militaire. Mes proches qui furent au courant laissèrent paraître différentes réactions, allant d'encouragement à étonnement, parsemées de quelques critiques quant à la moralité ou non de ce métier. Rappelons-le, en France, 4 corps de l'armée subsistent. L'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre, la marine nationale et la gendarmerie nationale, à différencier de la police nationale. L'engagement militaire est déterminé par l'armée, elle-même jugée par ses missions. Mais le présupposé selon lequel l'engagement militaire est immoral est-il juste ? Le contexte militaire a évolué, à notre temps, et l'armée, sous les ordres de l'État, est souvent décrédibilisée, incomprise et qualifiée d'immorale. On peut discerner les racines historiques de ce projet, la guerre. Cette époque révolue a laissé dans notre société contemporaine des stéréotypes sur l'armée. Cependant, ce présupposé a une part de vérité dans des conflits actuels ou terminés depuis peu. Notre difficulté à légitimer l'armée est due à la considération historique de la guerre, dite immorale. Dans une pensée commune, les guerres ne sont rien d'autre que des enchaînements terribles d'événements malheureux, des drames humains causés par des velléités d'expansion, des idéologies nationalistes, de graves crises socio-économiques et des instabilités politiques. Avant tout, une guerre, c'est un état de conflit ouvert et armé entre au moins deux opposants. On entend souvent que la fin justifie les moyens. Cela signifie que l'action morale devrait être considérée en fonction de ses conséquences et non de ses intentions. C'est le conséquentialisme qu'explique Jeremy Bentham. A l'inverse, Kant défend l'idée que l'action morale doit être considérée en fonction de ses intentions et non pour ses résultats. C'est ici le déontologisme. Par ailleurs, l'autonomie de la volonté détermine que l'homme se donne lui-même sa propre loi morale. Mais la volonté est morale si elle obéit à une loi universelle. Pour Hobbes, la guerre est juste quand elle oppose plusieurs États obéissant à des règles juridiques. Le droit international définit les règles de la guerre que doivent suivre les belligérants, quant aux déclarations, utilisation des armes et prisonniers. Cependant, les conflits du XXe siècle ont vu l'émergence d'une guerre totale, ne respectant plus les règles admises de la guerre. Les sociétés contemporaines tendent alors à rejeter certaines pratiques, mais également l'armée elle-même. Les antimilitaristes justifient cela en montrant la violence de l'acte guerrier, sans prendre en compte son but et sa cause. Tous deux légitimés par les bourreaux qui la mettent en œuvre. La légitimité, c'est la qualité de ce qui est juste et équitable. La perception de la guerre comme immorale pose des préjugés sur l'armée. La racine de ces présupposés ne considère pas que les conflits actuels sont dits justes. La guerre juste est traditionnellement définie comme une guerre dont les causes sont moralement justes. Pour saint Augustin, il la définit comme une guerre sainte dont le but est la propagation ou la défense de la foi. Dans les siècles précédents, les guerres de vengeance ou de territoire étaient courantes, menant à un schéma reproductif du mal. Ces causes historiques de déclenchement de la guerre font partie de ce qui définit l'armée comme immorale. Plusieurs auteurs tentent à démontrer la barbarie des actes guerriers. Jusqu'au XXe siècle, la guerre n'était racontée que par des personnes qui ne l'ont pas vécue. En 1916, Henri Barbus, dans Le Feu, est un roman autobiographique qui raconte la vie quotidienne d'un peloton soldat, dénonce l'horreur réaliste d'une violence banalisée lors de la Première Guerre mondiale. Les antimilitaristes gardent en tête le nombre élevé de pertes civiles dans les guerres du XXe siècle. Comme Georges Semprin se décrit dans l'écriture ou la vie en 1991, ils furent nombreux à légitimement perdre la vie sous la Shoah, mais aussi sous les bombardements. La France, elle aussi, a une part de responsabilité dans les exportations de juifs, sous le régime de Pétain notamment. La découverte des camps de concentration et des dégâts des bombardements laisse une marque dans les pensées de nos sociétés de violences immorales. Néanmoins, les conflits d'après-guerre montrent que les décisions immorales de l'État, des conflits d'après-guerre, entre le 7 avril et juillet 1994, près d'1 million de Tutsis en majorité sont assassinés par des extrémistes Hutus et le gouvernement intérimaire rwandais. La France est responsable à 2 titres. Elle arme les militaires rwandais et elle ferme les yeux sur les massacres. Il faut attendre 2021 pour que la France reconnaisse sa responsabilité politique, institutionnelle et intellectuelle et morale, et celle de son président de l'époque, François Mitterrand. L'horreur et la moralité des guerres n'ont rien remis en question ici. Mais est-il juste de justifier la légitimité de l'armée actuelle par des conflits de guerre révolus ? Les guerres passées délégitiment l'armée. Ce qui est injuste, car elles ont fait évoluer nos sociétés modernes à travers de nombreux traités de paix. Si l'on considère la pensée de Saint-Augustin, l'armée française actuelle est juste, car elle n'a que pour but la défense militaire de la nation, en accord avec leur religion. Le ministère de la Défense représente la fonction de base de l'État, celle qui suscite la protection morale et légitime du pays. En outre,
On remarque que l'armée conserve une certaine peur admirative, grâce à sa capacité à répandre la violence. En racontant typique la bataille de Waterloo du 18 juin 1815, Victor Hugo dévoile cette admiration. Il paraît prendre parti et poser un regard positif sur la guerre. Cependant, dans son premier volume d'Actes et Paroles, il accuse directement l'armée d'être l'origine des innombrables déferlements de violence qui surgissent depuis les commencements de l'histoire humaine. Les guerres ont toutes sortes de prétextes, mais n'ont jamais qu'une cause, l'armée. Ôtez l'armée, vous ôtez la guerre, écrivait l'auteur. Dans son monde optimal, les soldats sont des instruments tyranniques de la domination des rois. Pourquoi rien de tout cela ne fonctionnerait ? Cet éternel penseur optimiste s'appuie sur un prérequis faux. Il suppose que les hommes, au fond, sont faits pour la paix. Ils seraient capables de partager sans gronder, de consentir sans opposer. Comme si le compromis n'était pas la reddition de l'esprit vaincu. Comme si le partage était autre chose qu'un fardeau qu'on s'inflige. Et comme si le mythe de Prométhée ne témoignait pas du manque d'harmonie politique des hommes. La guerre est inhérente à l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. Comme Freud, il pensait que l'homme était un être agressif, qui avait besoin de civilisation pour l'encadrer. L'armée semble nécessaire pour se défendre face à cette forme de violence qui subsiste en l'homme. Victor Hugo ignore, ou feint d'ignorer, que la France est un pays de conflit. Son histoire d'un millénaire est riche d'épopées épiques, d'hostilités et d'affrontements armés, maintenant présents sous forme de manifestations civiles, d'ailleurs. On pourrait tout de même se questionner sur la pertinence de l'entretien d'une troupe armée en démocratie, mais les militaires sont essentiels, car ils tiennent les frontières artificielles mises en place par de nombreux moyens fourbes pour diviser les hommes qui seraient autrement unis dans une paix harmonieuse. Les discours délégitimant l'engagement militaire, proviennent également de la vision dans laquelle l'armée est au service de l'État et subit une forme d'oppression. Cela s'apparente notamment au service national obligatoire, maintenant présent sous la forme de JDC, qui a pour alternance le SNU. Cette oppression peut se manifester de manière religieuse, culturelle ou sociale. Le 20 novembre 1945 eut lieu le procès de Nuremberg, intenté par les puissants alliés. Seuls 24 des principaux responsables du Troisième Reich furent accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des actes commis par des millions d'Allemands. L'expérience de Milgram tend à démontrer l'action de l'autorité comme une déresponsabilisante. Par ailleurs, les soldats ne sont pas plus responsables que le peuple. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Tous endossent la décision d'un gouvernement voté. C'est le principe de solidarité politique. Rimbaud, dans son poème Le Mal, accuse les hommes politiques d'être responsables de la mort des hommes et complices de la religion. Machiavel, lui, dit que l'autorité est nécessaire au gouvernement. Dans son ouvrage Le Prince, publié en 1532, il écrit qu'un prince ne doit pas se faire haïr, mais craindre, en usant de la violence à travers des sanctions légitimes afin de maintenir la civilisation. Pour lui, la politique, comme l'armée, est amorale. On ne doit pas les juger en fonction d'une morale relative au bien ou au mal, mais en fonction de l'efficacité de leurs actions. Ainsi, l'armée ne dispose pas de confiance en elle-même. Elle ne peut pas être jugée morale ou non, tout comme l'engagement militaire. L'armée ne serait ni bonne ni mauvaise en soi. Nous pourrions l'envisager ainsi qu'une technique. L'usage dont on a fait l'homme par le passé l'a rendue mauvaise. Toutefois, celle qui se perpétue tente de s'améliorer et de retrouver un sens véritable. Est-il alors juste de s'engager pour un pays qui a mené tant de conflits guerriers et d'actes immoraux par le passé ? Je ne dis pas que la guerre est morale, loin de là. Il n'est pas compliqué de comprendre que les guerres et les conflits qui ont précédé ne le sont pas. Mais dire que l'armée française est immorale est injuste, car les antimilitaristes qui défendent cette idée se basent sur des conflits révolus des siècles précédents. Aujourd'hui, l'armée française ne s'engage plus dans des guerres de conquête. Ses opérations sont principalement centrées sur la défense du pays de façon non meurtrière et plus stratégique. Ainsi, l'armée française n'a de conflit qu'avec l'immoral lui-même, c'est-à-dire les crimes de guerre, les guerres, les terrorismes, la piraterie, les trafics et tout ce qui tente de bouleverser la paix. L'armée française n'a qu'une guerre juste, celle contre le mal, dans un contexte de légitime défense de soi et de ses alliés. Enlevez l'armée, vous enlevez la paix. Sans défense et protection, les conflits et les crimes immoraux subsisteront. Et laisser l'immoral subsister, c'est immoral.